Et on va partir en Moldavie où se déroulent donc aujourd'hui les élections législatives. Jordan, depuis plusieurs semaines, le pays est la cible de nombreuses campagnes de désinformation. Dernier exemple en date cette semaine. Oui, publication qui est apparue mardi sur les réseaux sociaux et qui vise la présidente moldave Maia Sandu. Mais pas seulement, vous allez le voir, Emmanuel Macron également est pris pour cible. Regardez, après la visite de Macron en Moldavie, Maia Sandu a accepté d'importer des déchets toxiques de la mine française de Stocamine. Elle a échangé la sécurité environnementale de la Moldavie contre des promesses françaises. Ce tweet fait référence à un prétendu transfert en Moldavie de 42 000 tonnes de déchets enfouis à Wittelsheim. Cette rumeur est issue d'un média qui pourrait paraître crédible, en tout cas d'apparence, mais qui en fait est un faux site d'information. Son nom, GB Reporter. Selon l'article, la Moldavie aurait accepté de récupérer ces déchets en échange de l'appui de la France pour l'adhésion au sein de l'Union européenne. Alors évidemment, Jordan, c'est une fake news. Évidemment, et si on s'intéresse d'un peu plus près à ce site, on va vite comprendre pourquoi. Rien n'est crédible, il n'y a aucune mention légale, pas de présentation non plus des membres de la rédaction. Alors, les articles sont bien signés, mais certains journalistes publient plusieurs dizaines de papiers par jour. Évidemment, ce n'est pas vraiment vraisemblable. Tout porte à croire d'ailleurs que ce site est alimenté pas par des journalistes, mais par une intelligence artificielle. L'information, en tout cas, a été démentie par le ministère des Affaires étrangères. Vous le voyez, via ce compte French Response, l'entreprise Stocamine, elle aussi, a réfuté ces accusations. Alors Jordan, comme toujours, on se pose cette question, qui est derrière cette fausse information? Oui, vous le disiez Anne-Chloé, le timing est un petit peu particulier car aujourd'hui, les Moldaves se rendent aux urnes pour élire un nouveau Parlement. Vous le voyez, ces images sont en direct, scrutin considéré comme crucial pour cette ex-république soviétique qui a obtenu son indépendance en 1991. Elle a la volonté de se rapprocher encore un peu plus de l'Union européenne. Je vous le disais tout à l'heure, d'ailleurs, il y a eu une demande d'adhésion. C'est dans ce contexte que depuis plusieurs semaines, une campagne massive de désinformation touche le pays. Campagne de désinformation attribuée aux Russes, comme le révélait le 29 août dernier. Vous le voyez avec cet article, l'équipe des vérificateurs. Le gouvernement moldave, lui aussi, a dénoncé l'influence du Kremlin par l'intermédiaire du Premier ministre moldave, Dorin Recian. Regardez ce qu'il disait. Nous constatons une tentative massive de la Russie de saper la démocratie et l'état de la République de Moldavie. Voilà pour cette déclaration. Il poursuit, elle utilise des outils très puissants comme la propagande, la désinformation, les paiements et les transferts pour acheter des votes. Il semblerait donc que depuis l'ouverture des négociations pour l'adhésion justement de la Moldavie à l'Union européenne, le pays soit devenu la cible de Moscou. Merci beaucoup Jordan. En effet, c'est vrai que ces rumeurs, elles sont diffusées à quelques jours d'élections législatives qui sont cruciales en Moldavie. On l'a compris, en toile de fond, l'intérêt pour l'Union européenne, mais aussi pour la Russie en fonction des résultats de ces élections. Alors, pour bien comprendre, on va reprendre ensemble. La Moldavie, regardez, on vous fait un point. C'est un pays qui se trouve entre la Roumanie et l'Ukraine. Voilà, vous avez la carte qui est vraiment enclavée entre l'Ukraine et la Roumanie. Donc pays qui ne fait pas partie en effet de l'Union européenne. 2,6 millions d'habitants en Moldavie. Donc tiraillé entre l'intégration européenne et son lien avec la Russie. Alors, cette campagne massive de désinformation, elle est attribuée à la Russie. C'est grâce à un travail, il faut le dire, de vérification. L'information, elle est confirmée notamment par la BBC, qui a infiltré d'ailleurs un réseau russe de désinformation. Et voilà ce qu'a confié une source proche du dossier aux journalistes de la cellule des vérificateurs de TF1. La Russie et ses proxys souhaitent susciter un fort ressentiment dans la population moldave en dénonçant un trucage des élections et des ingérences étrangères massives en soutien donc à la présidente. Déjà, Tristan, proxy, qu'on explique bien à ceux qui nous regardent, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement des intermédiaires. Évidemment, la Russie, quand elle agit, n'agit pas directement du Kremlin. Elle va passer par des fois des entreprises qui peuvent être un peu partout à travers le monde. Et dès qu'on est sur du numérique d'ailleurs, c'est très facile déjà de cacher, disons, l'origine. C'est pour ça que l'attribution est toujours un peu délicate. Mais là, on a quand même à la fois un mode opératoire et des intérêts qui convergent vers le Kremlin. Donc, oui. La suspicion est très légitime. Oui, avec l'enjeu, on sait, de
ralentir le processus d'intégration de l'Union européenne de la Moldavie, c'est ça. Et surtout à un moment spécifique. Les moments électoraux sont toujours des moments extrêmement de vulnérabilité et sont des objets d'influence et d'opérations d'influence. C'est une opportunité extraordinaire pour tout type de désinformateurs qui cherchent à faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas-là, clairement, on regarde du côté du Kremlin parce qu'on voit bien qu'il y a un intérêt stratégique majeur pour la Russie de déstabiliser le flanc est de l'Union européenne. Et évidemment, tout ça rentre dans vraisemblablement une attaque hybride qui va profiter à la fois d'attaques physiques, spécifiques, d'achats, on parlait d'électeurs, mais aussi qui passe par le numérique. Et donc de discréditer aussi les partenaires européens, parce que là, dans la vidéo dont on parle, enfin l'article en tout cas dont on parle, l'information, la fausse information, elle cible la France aussi. Ben oui, il faut créer des dissensions. L'idée, c'est d'essayer de détacher la Moldavie de l'Union européenne. Donc tout ce qui peut mettre de l'huile sur le feu sur les relations entre ces deux pays va être évidemment un support, vont être des arguments qui vont être poussés par vraisemblablement des agents pro-Kremlin à minima. Alors la méthode, elle est extrêmement bien ficelée, on peut le dire. Début septembre, l'ambassadrice de France en Moldavie s'est d'ailleurs exprimée sur le sujet à des journalistes. Regardez ce qu'elle explique, on va le voir à l'écran. La Russie a cartographié l'opinion moldave pour adapter ses récits. C'est-à-dire qu'elle va proposer des contenus différents en fonction des régions, plus particulièrement celles qui sont rurales et principalement russophones. On le rappelle, la langue principale de la Moldavie, c'est le roumain. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'il y a un vrai schéma, un vrai mode opératoire. Vous m'avez parlé d'opération Matrioshka. Alors, on rappelle, Matrioshka, c'est la poupée russe. Oui, la fameuse. Et là, effectivement, c'est une opération qu'on appelle en général Matrioshka et qui a plusieurs volets. Donc, c'est d'abord la production de fausses informations, de photomontages, de contenus parfois générés par IA. Après, on a l'usurpation de médias. C'est ce qu'on a vu là tout à l'heure, avec un média dont on ne sait pas trop s'il est réel ou pas. Donc on va singer, si vous voulez, les logos, l'imitation de la marque éditoriale de certains médias. On va aussi saturer les journalistes parfois, c'est-à-dire qu'on va les interpeller en ligne, avec plein de questions en disant est-ce que vous pouvez vérifier ceci ou cela pour essayer de saturer leur travail. Et puis on a une saturation plus classique de l'espace informationnel, l'espace numérique avec des trolls, des armées de brutes qui vont amplifier en général la désinformation. Et puis il y a une attaque directe contre la présidente moldave. Vraiment, on voit sur certains comptes, ceux qui enquêtent en fait parlent de 215 comptes, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, et où il y a tous ces mots qui reviennent. C'est une marionnette certifiée de l'OTAN, une dictatrice. L'idée, c'est vraiment de la discréditer, elle aussi, directement. Oui, l'essentiel, c'est évidemment de créer de la suspicion et d'aller effectivement dans le sens d'un narratif qui est porté par une partie des électeurs aussi. Tout le monde ne va pas voter pour son camp politique. Donc ça va essayer en fait de polariser évidemment la population sur place en employant des termes qui sont quand même caricaturaux pour ce qu'on vient de dire à l'instant. Donc l'idée, c'est vraiment de polariser la société en caricaturant les ennemis ou les adversaires qu'on cherche à discréditer. Ça peut faire basculer vraiment une élection ou pas. C'est pareil, l'ambassadrice de France en Moldavie disait c'est 40% des Moldaves qui s'informent sur les réseaux sociaux contre 30% pour la télévision. Est-ce que là, vraiment, ça peut faire basculer une élection ? Ça peut avoir un impact, c'est clair. Après, surtout, notamment sur un pays qui est relativement petit, évidemment. Et puis, vous venez de dire à l'instant, évidemment, le taux de pénétration des réseaux sociaux et de l'utilisation pour s'informer, évidemment, est un espace sur lequel on peut véritablement travailler. Donc, clairement, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact notable. Est-ce que ça peut faire basculer ? C'est une question ouverte. Jordan. Vous l'avez dit, le pays est petit, seulement 2,5 millions d'habitants. Est-ce que c'est plus facile de mener ces campagnes massives sur des pays petits que sur des grands, comme la France par exemple ? Vraisemblablement oui, dans la mesure où effectivement on a d'abord des campagnes qui sont moins vastes à déployer, donc on a une base de données qui est peut-être plus étroite, on peut cibler plus spécifiquement et être encore un peu plus précis, on peut faire un maillage comme on vient de dire à l'instant de la population, donc en fait quand c'est plus petit ça coûte aussi moins cher, si vous voulez faire basculer une élection américaine avec plus de 200 millions d'électeurs, c'est pas la même chose quand il y en a 2 millions. Un petit point sur French Response, c'est une information, donc ça a été confirmé par French Response. French Response, il faut le rappeler, c'est un nouvel outil de l'État, on le voit ici. Ça a été lancé par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, début septembre. À quoi ça sert exactement ?
Oui, c'est un changement, disons, de philosophie et de stratégie de la part de l'État français, qui est de dire que plutôt que simplement de communiquer et essayer de démonter les fausses informations, on va aller être proactif et on va engager en ligne, on va essayer de démontrer, interpeller des informateurs en ligne. Et c'est une stratégie d'ailleurs qui est portée de façon un peu plus large par la diplomatie française en général. Il faut voir le compte de l'ambassade française aux États-Unis, qui elle aussi est très engageante, qui va aller chercher la désinformation en ligne, qui va aller répondre des fois à des informateurs qui produisent du contenu en ligne. Donc c'est un changement de stratégie qui est intéressant. L'idée, c'est pas de rester... toujours efficace, mais parce que oui, ça reste estampillé État. Donc... Et oui, le problème, évidemment, c'est que lorsque l'État s'exprime, il y a la suspicion que, évidemment, ils sont partie prenante dans cette communication. Mais c'est, malgré tout, je pense, assez légitime d'aller chercher les désinformateurs là où ils sont sur les plateformes sociales et de les contredire directement et publiquement.